Starship Troopers 2, c'était pas foufou. Tout le monde le reconnaît. Même Phil Tippett. Trop éloignée du film original, trop sérieuse, pas assez satirique, cette suite n'a clairement pas convaincu grand monde. Mais n'empêche qu'elle a dû générer suffisamment de ventes de DVD pour que Sony décide de retenter le coup avec un troisième opus. Et c'est le sujet du jour. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui, c'est Starship Troopers 3. Renouveau ou nouveau clou dans le cercueil, c'est ce qu'on va voir. Au milieu des années 2000, Peter Nelson, exécutif chez Sony, demande à Ed Neumeyer, le scénariste des deux premiers Starship Troopers, s'il n'aurait pas une idée pour un troisième opus. Et il s'avère que c'est bien le cas. Le Neumeyer, il a une idée derrière la tête. L'idée, c'est de faire revenir Casper Van Dien dans le rôle de Johnny Rico, le héros de l'original. Ce à quoi le studio répond « Chaud de ouf, ma gueule !» Mais attention, chez Sony, on pose une condition. Le côté film d'horreur du deuxième opus, on oublie. Ce troisième volet devra suivre les traces de l'original en adoptant la même approche satirique. Une condition qui convient parfaitement à Neumeyer, étant donné que l'idée de faire de Starship Troopers 2 un film d'horreur ne venait pas de lui, mais de Phil Tippett. Et du budget hyper écrac. Cette fois-ci, le studio aurait donc ce qu'il voulait, un film de guerre pas cher. Ce troisième volet aura cependant droit à un budget plus important que le précédent, à savoir une enveloppe de 9 millions de dollars. Ça reste le budget cantine du premier film, mais toute amélioration est bonne à prendre. Quant au budget cantine de ce troisième opus, bah ils auront qu'à se débrouiller avec des sandwichs, hein. Ou mieux, avec HelloFresh. Depuis que je suis chez HelloFresh, j'ai arrêté de paniquer à chaque qu'est-ce qu'on mange ce soir. C'est simple, tu reçois chez toi tous tes ingrédients pour préparer tous tes plats de la semaine sans avoir à mettre un pied dans un supermarché. La définition même du bonheur. Et en plus, c'est calibré au gramme près. Zéro gaspillage, zéro prise de tête. Je suis loin d'être un chef, mais avec HelloFresh, j'ai quand même réussi à cuisiner un plat sans brûler quoi que ce soit, ni déclencher l'alarme incendie. Et ça, franchement, c'est déjà une sacrée prouesse. Bref, HelloFresh, c'est moins de charge mentale au quotidien, plus de 42 recettes qui changent chaque semaine, et c'est l'occasion de développer tes talents de cuistot sans trop forcer. Et en plus, il y a une vraie flexibilité. Tu peux mettre en pause ton abonnement et reprendre quand tu veux, et tu peux aussi changer ton adresse de livraison pour recevoir ton colis même sur ton lieu de vacances. Alors tu veux tester? Ça tombe bien, j'ai une offre exceptionnelle rien que pour toi. Scanne mon QR code ou clique sur le lien en description pour avoir droit à 85 € offerts sur 4 box et 3 cadeaux offerts au fil des semaines. Ça revient à moins de 3 € par repas et par personne. Si t'attendais la bonne occasion pour tester HelloFresh, n'hésite pas plus longtemps et profite de l'offre. Bon, moi j'ai bien mangé, je retourne dans le feu de l'action, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire sur ce Starship Troopers 3. Le projet lancé, Neumeyer se met à l'écriture en se donnant pour mission de brosser les fans dans le sens du poil. Non seulement Johnny Rico serait de retour, mais en plus, il avait bien l'intention d'intégrer les fameuses armures du roman original laissées sur la touche pendant la production du premier film à cause de problématiques budgétaires et narratives. Attendez, le premier film à 100 millions de dollars a laissé tomber l'idée parce qu'il avait pas assez de budget et celui-là va le faire pour 9 millions? Ma foi. Cette fois-ci, elle serait donc de la partie, Neumeyer se sentant redevable vis-à-vis des fans du roman. Concernant l'histoire, après s'être inspiré de la Seconde Guerre mondiale pour le premier film et de la guerre de Corée pour le deuxième, de par son approche paranoïaque du conflit, c'est la guerre du Vietnam qui allait cette fois-ci servir d'inspiration pour ce troisième volet. L'histoire se déroulerait ainsi 10 ans après le premier opus, dépeignant une guerre prolongée, affectant par conséquent les soldats sur le long terme. Et au-delà de l'inévitable dimension politique du scénario, il souhaite également explorer la question de la religion, jusqu'alors mise de côté dans les deux films précédents. Niveau mise en scène, une question se pose. Qui allait bien pouvoir succéder à Verhoeven et Tippett? Eh bien ce sera Neumeyer lui-même. Il cumulera ainsi les casquettes de scénariste et réalisateur sur ce troisième opus. Une grande première pour lui, qui ne s'était jusqu'alors jamais essayé à la mise en scène. Heureusement, il a été à bonne école. Et justement, pendant la phase de rédaction, il déjeune avec Verhoeven, à qui il fait lire son script. Suite à quoi, le réalisateur néerlandais lui pose une importante question. Comment compte-t-il réussir à tourner ça avec seulement 9 millions de dollars? Parce que le script, il est ambitieux mine de rien. Peut-être même un peu trop. Première chose à faire, abandonner certaines idées impossibles à concrétiser. Ensuite, embaucher des techniciens capables de travailler efficacement sans un budget démesuré. Et enfin, direction l'Afrique du Sud pour le tournage. Un choix stratégique puisque les coûts de production y sont beaucoup plus bas. Comme sur le deuxième opus, tout sera fait pour économiser au maximum. Si Verhoeven n'était pas impliqué sur le deuxième opus, la saga avait jusqu'alors pu compter sur une certaine constante concernant 3 rôles clés. Ed Neumeyer au scénario, John Davison à la production et l'équipe de Tippett Studio pour gérer les effets visuels. Mais cette fois-ci, les choses seraient différentes, puisque ni Davison ni Phil Tippett et son studio ne seraient impliqués. C'est donc David Lancaster qui hérite de la production, un habitué des suites de films de Paul Verhoeven puisqu'il avait auparavant travaillé sur Hollow Man 2 avec Christian Slater. Et côté effets spéciaux, ce sont les frères Skotak qui allaient succéder à Tippett. Et les frères Skotak, c'est pas des manches, puisqu'on trouve quand même Aliens et Terminator 2 sur leur CV. Sans oublier Créature évidemment. L'équipe parfaite pour faire au mieux avec un budget limité. Pendant plusieurs mois, Neumeyer va travailler en étroite collaboration avec Robert Skotak pour préparer le film, notamment en storyboardant les scènes d'action. Et en mai 2007, l'équipe part pour l'Afrique du Sud pour 30 jours de tournage. Soit à peine plus que ce qu'avait duré le deuxième. Bonne chance. Et n'oubliez pas, tout le monde se bat, personne ne se barre. Sinon ça mettrait tout le monde dans la merde. Côté casting, Casper Van Dien est extrêmement heureux de retrouver le personnage de Johnny Rico. Il n'aurait d'ailleurs pas dit non à revenir dès le deuxième opus, mais Phil Tippett avait d'autres idées en tête. Et si Neumeyer avait très envie de faire revenir Denise Richards pour un caméo au sein d'un spot de propagande, l'actrice ne pourra malheureusement pas se libérer. Ouais, elle avait sans doute des trucs hyper importants à faire ce jour-là, genre un brunch. Aux côtés de Van Dien, Boris Kodjoe, qu'on a pu voir dans Resident Evil Afterlife et Rétribution dans le rôle de...
Si, le mec là, qui a pas trop de personnalité et qui meurt à un moment. Et Jolene Blalock. Bah, nice to meet you. Dernier, pas des moindres, le Sky Marshal Omar Anoke. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce personnage, Newmeyer avait envie de se faire kiffer. Il voulait qu'il chante. Ce qui signifie qu'il faut trouver un acteur capable de chanter ou un chanteur capable de jouer la comédie. Dans un premier temps, la prod demande à David Bowie. Parce que viser la lune, ça leur fait pas peur. Même à l'usure, ils y croient encore et en cœur. Bon évidemment, pas de bol, David Bowie avait sans doute un brunch de prévu avec Denise Richards. Le rôle ira donc à Stephen Hogan, acteur irlandais avec une grande expérience de la scène et des comédies musicales. Comme sur le premier film, les acteurs incarnant les soldats sont envoyés en camp d'entraînement histoire d'avoir l'air un minimum crédible à l'écran. Et ça ne sera pas de trop. Car le tournage va être exigeant et les acteurs devront donc être en excellentes conditions physiques pour effectuer leurs cascades tout en étant engoncés dans ces fameuses armures toujours aussi lourdes et étouffantes qui rappellent de super souvenirs à Van Dine. Ainsi, même si le budget et le temps sont plus que limités, l'ambition est bien présente. Ce qui signifie qu'ils vont tous devoir bosser comme des tarés. Si ça commence avec des journées de 12 heures, à la fin du tournage, c'était du 24 heures sur 24 avec 3 équipes travaillant en continu. Parfois l'ambition ça paye, mais on parle pas assez des fois où on paye le prix de son ambition. La bataille de Rokusan, prenant place dans l'acte 1, demandera ainsi énormément de travail de la part de tous les départements. Heureusement, Newmeyer peut profiter des conseils avisés de Verhoeven qui l'a incité à être le plus efficace possible. Plutôt que de tourner plan par plan, il lui a conseillé de filmer scène par scène en multipliant les caméras, seule façon selon lui de respecter les délais. Au programme, coups de feu, explosions, effets visuels et animatroniques pour donner vie aux parasites, anciens et nouveaux. Ouais, parce que si les éternels arachnides font bien évidemment leur retour, de nouveaux spécimens font leur apparition. Et cette fois-ci, les nouveaux venus ne seront pas conçus par Craig Hayes, mais par l'équipe de Forward Productions supervisée par Robert Skotak. On trouve donc les bombardiers, les scorpions et le leader suprême des arachnides, le Behemocoitl, une créature colossale. Colossale comment? Comme une planète. Bien colossal, ouais. Et pour lui donner vie, marionnettes, miniatures et matte painting seront de la partie. Starship Troopers 3 marque également le grand retour du cerveau, mais sous une forme plus menaçante que celle qu'il arborait dans le premier film. Et concernant les parasites, si les effets visuels seront évidemment de la partie, des versions pratiques seront également conçues pour être utilisées sur le plateau et brûlées à de nombreuses reprises. Parce qu'ils ne méritent que ça. Pour ce qui est des fameuses armures de combat tant réclamées par les fans, Newmeyer avait à l'origine envisagé de les fabriquer en dur. Mais face aux contraintes budgétaires, l'équipe dut se rendre à l'évidence, ce ne serait pas possible. Il fut donc décidé au dernier moment de les concevoir en CGI. Et pour ça, c'est l'équipe de 1111 Media Works, supervisée par Roger Arnall, qui va prendre le relais. À la toute fin du tournage. Si Robert Skotak avait bien rencontré l'équipe quelques mois plus tôt pour poser les bases, les choses sérieuses ne commencent véritablement qu'en juillet 2007, une fois le tournage terminé. Ainsi, c'est une équipe d'à peine 25 personnes qui va devoir faire au mieux dans des conditions pas franchement idéales. Budget serré, délai court et ambition généreuse de la part de Newmeyer. L'objectif, c'est d'être le plus fidèle possible au film original, qui leur sert bien évidemment de modèle. Ainsi, s'il leur est impossible de récupérer les modèles 3D des arachnides conçus par Tippett Studio, ils feront le maximum pour s'en rapprocher, que ce soit dans le rendu ou les animations. Pour ces dernières, Roger Arnall demande même à l'équipe de faire de la rotoscopie des animations originales, s'assurant ainsi un rendu proche des arachnides de Tippett Studio. En tout, ce sont 450 plans que l'équipe de 1111 devra concevoir, 350 plans des parasites et 100 plans des armures blindées. En mars 2008, les derniers plans sont livrés et Starship Troopers 3 Marauder débarque dans les rayonnages de DVD le 5 août 2008 aux États-Unis, puis le 8 octobre en France. Et alors effectivement, comparé à Starship Troopers 2, il ressemble plus au premier. Mais ça n'en fait pas un bon film pour autant. Voyez plutôt. Le film débute par un spot de propagande qui a déjà beaucoup plus de gueule que celui qui ouvrait le deuxième opus. Un spot qui nous fait comprendre que bien que la guerre dure depuis maintenant 10 ans, personne ne se décourage et que les experts du centre Oppenheimer, le centre Oppenheimer, sont sur le pied de guerre, j'ai envie de dire, pour se débarrasser des parasites. Oh merde. Oh c'est pas beau. Bon déjà l'incrustation sur fond vert est dégueulasse, mais alors l'arachnide c'est le pompon. Aimeriez-vous en savoir plus? Mais la grosse problématique du moment pour la Fédération, c'est la résurgence de la religion. Une thématique intéressante, reste à voir ce que le film compte en faire. Et maintenant, place au clou du spectacle. Il est sombre, il est ténébreux, il est beau. C'est le Sky Marshal superstar Omar Anoke. C'est parfaitement ridicule, j'aime beaucoup. Et après avoir rappelé les bienfaits du merchandising, on se retrouve sur la planète Rokusan au sein d'une base cernée par les parasites qui subit de plein fouet une attaque de bombardiers. Ah ça c'est con par contre. Tu survis à une explosion et tu meurs embroché par une pelle. Le karma. Heureusement, quelqu'un est là pour remotiver ses troupes. Et ce quelqu'un, c'est Johnny Rico. Ramasse ce bras et tâche de savoir à qui il appartient. À vos ordres! Sacré Johnny, grâce à toi, personne baissera jamais les bras. Enfin... Désormais colonel, Rico annonce à ses soldats que le Sky Marshal est en route pour une visite surprise. Une visite qui lui permet de retrouver son vieux copain Dix, incarné par le gars de Resident Evil. Mais si, le mec un peu badass là. Bref, Dix annonce alors à son copain Rico qu'il veut lui présenter son grand amour. Officier sur le pont! Ah bon, Dix il fricote avec le Sky Marshal? Je sens que vous aviez prévu ma visite. Ok, il est médium donc. Mais c'est alors qu'une autre personne fait son entrée. Johnny Rico. Lola Beck. Ah, ok, donc c'est elle le grand amour de Dix. Sauf qu'elle a l'air d'avoir un petit passif avec le Johnny. Ça n'annonce rien de bon cette histoire. Tu me connais bien, Johnny. Ouais, je te connais bien.
Dix fait alors comprendre à Rico que pas touche parce que chasse gardée, ce à quoi Rico répond Ici Guillaume Cassard et nous assistons en direct à la mort d'une amitié. C'est fascinant. Et du coup, les trois super copains vont boire un coup pendant que Martin fait faire le tour du proprio au Sky Marshal. Pensez un peu à l'imagination, à l'extraordinaire virtuosité liée à leur création. Toi, t'es un filou. Fascinant. Ouais, jetez à l'œil, toi. De leur côté, les trois copains débarquent dans le bistrot local et Dix amaille à partir avec les fermiers du coin. Désolé, bel officier. Je suis déjà marié. Suite à quoi, ils trinquent. À la fédération. À la fédération. À la fédération. Mais Dix ne se laissera pas atteindre par ses vaines provocations. Oh que non! Contre toute attente, il va parvenir à convaincre les fermiers qu'ils sont tous dans le même camp et qu'il n'y a qu'en se serrant les coudes qu'ils vaincront. Ouais, non. Et ça part en baston dans le bistrot. Enfin, baston c'est vite dit, hein. Disons que Dix se fait victimiser pendant 5 minutes jusqu'à ce que Rico l'empêche de faire une connerie. Et bien évidemment, étant donné que Dix a décidé d'être une grosse tête de con, il demande l'arrestation des fermiers et de Rico. Et puis soudain, c'est encore plus la merde. Et alors que Rico s'apprête à partir combattre les arachnides, Dix le rappelle immédiatement à l'ordre, ce à quoi Rico répond Simple, efficace, le message est passé. S'ensuit donc la fameuse bataille de Rokusan, où nos soldats sont attaqués de tous les côtés par bombardiers et arachnides. Et putain, c'est quand même dingue à quel point les VFX sont moins bien foutus que dans le précédent. C'est incrusté à l'arrache et animé n'importe comment. Et pour ce qui est du spectacle, Numeyer a beau se démener pour tenter d'offrir une séquence aussi épique que possible, les limites techniques et le manque de moyens sont beaucoup trop visibles pour offrir quoi que ce soit de vraiment impressionnant. On sent qu'il a juste un bout de décor qu'il recycle encore et encore. Et même si le décor est pas dégueu en soi, au bout d'un moment, c'est un peu lassant. Bref, c'est la merde générale sur Rokusan, et la cerise sur le gâteau, c'est que Martin a perdu le Sky Marshal. Génial. On sera tous pendus ensemble. Heureusement, Dix finit par lui tomber dessus. Les deux hommes se font alors escorter jusqu'à la navette, mais sur le chemin, Anoke par connaissance. De plus en plus suspect. Une fois dans la navette, le Sky Marshal se réveille et l'équipe se barre sans Dix qui a bien envie de rester sur place. Bah ouais, parce qu'il avait l'air de parfaitement s'intégrer. Mais à peine de retour sur le champ de bataille... Dure journée, hein. Et de son côté, Rico défend réellement la base. Bah enfin, qu'est-ce que t'as pas compris dans à plat ventre, mon con? Ça m'avait l'air assez clair comme instruction pourtant. Mais à peine le temps de se remettre de ses émotions qu'un nouveau parasite passe à l'attaque. Un scorpion. Et là, franchement, pour le coup, même s'il n'est pas bien vif, le rendu est plutôt sympa. J'espère qu'ils vont faire durer le plaisir. Oui bon, faut pas trop en demander non plus, hein. Pendant ce temps, Lola et Anoke arrivent en sûreté dans un gros vaisseau de la flotte, véritable havre de paix où ils pourront tranquillement se remettre de leurs émotions. Ah non. Par ici. Ah bah clairement pas du coup, destination finale le bordel. L'équipage évacue donc le vaisseau au plus vite, direction une mystérieuse planète. C'est alors qu'un spot de la Fédération nous apprend de bien mauvaises nouvelles. En effet, Johnny Rico est tenu pour responsable de la défaite de Rokusan et attend donc d'être pendu. On fait ensuite la connaissance de Helmo Gonif, ancien vétéran devenu militant pacifiste depuis qu'il a trouvé la foi en Dieu. Et la défaite de Rokusan a ajouté de l'huile sur le feu entre la Fédération et les pacifistes, causant des émeutes et des morts. Bref, la Fédération a connu des jours meilleurs. Et le tout est soudainement interrompu par Anoke, qui fait une intervention en direct live. En direct depuis la navette de sauvetage? Eh bien en fait, la Fédération, fidèle à elle-même, préfère manipuler l'opinion publique plutôt que de révéler la vérité sur le crash du vaisseau d'Anoke. Du coup, ils dégainent leur petite technologie futuriste et font passer Enola Feed, la directrice des services secrets, pour Anoke lui-même. Le deepfake, cette technologie extraordinaire. Et c'est donc un Dix un peu chafouin qu'on retrouve aux côtés de Feed. Ouais, il est pas resté bien longtemps sur Rokusan celui-là. Jouer les héros d'accord, mais faut pas qu'il y ait trop de danger, hein. De retour derrière son bureau de badass, Dix voit débarquer une lieutenante venue lui glisser une info croustillante. Un signal de détresse a bien été capté, mais la Fédération, dans son immense sagesse, a décidé de faire ce qu'elle fait de mieux, l'ignorer royalement. Mais qu'est-il donc en train de se tramer? De leur côté, les survivants survivent. Ils vont venir nous aider, hein, capitaine? Mais oui, Maurice, t'inquiète pas, ils arrivent. Oh, bestiole! Ah oui, il y a un léger risque que les arachnides arrivent avant les secours par contre. Du coup, Marie-Catherine, en proie à la panique, se met alors à prier. Et ça plaît pas beaucoup à Lola. Ça va, c'est bon. Et le fait que ça plaise pas beaucoup à Lola, ben ça plaît pas beaucoup à Jean-Marc, qui en pince un peu pour Marie-Catherine. Ôtez votre main immédiatement, chef Mécano. Parce que croyez-le pas, mais le fait que ça ne plaise pas beaucoup à Lola ne plaise pas beaucoup à Jean-Marc, bah ça plaît pas beaucoup à Lola. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Bien sûr, à condition de le garder pour soi. La dictature résumée en 2 répliques. Et c'est alors que le Sky Marshal, qui était à l'écart depuis un petit moment, décide d'intervenir. Dieu est partout. Il nous entoure. Parce que ouais, Anoke est dans la team des croyants, pour le plus grand bonheur de Marie-Catherine. Je ne me serais jamais douté que vous étiez l'un des nôtres. Et du coup, comme Lola elle commence à en avoir ras le cul, elle ordonne à tout ce beau monde de se mettre en route vers l'autre navette de secours, au sein de laquelle ils pourront trouver de l'équipement à une radio fonctionnelle. Et au même moment, sur Terre, c'est l'heure de l'exécution de Rico et de la pause syndicale du directeur photo qui a apparemment décidé qu'il en avait plus rien à foutre de la mise au point. Mais tout ça, c'est secondaire. Parce que ça y est, Johnny vit ses derniers instants. Salut mon pote. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny.
Mais que Michel sèche ses larmes, Johnny n'est pas réellement pendu. Mais c'est quoi cette histoire? Ah ouais, le mec est déçu de pas mourir quoi. Ton jour de chance. Et c'est pas franchement le cas de tout le monde, parce que de leur côté, les naufragés sont coincés entre des arachnides et les conneries d'Anoke et Marie-Catherine. Peut-être que nous sommes couverts par la grâce d'un être tout-puissant. Je suis faible, mais tu es fort. Quant à Reiko, Dix lui révèle la situation de Lola et l'emmène au sanctuaire, le QG top secret de la flotte terrienne, conçu comme l'ultime retranchement en cas d'invasion de la Terre par les parasites. Un lieu dont même le Sky Marshal ne connaît l'emplacement exact, contrairement à Lola. Et si nous ne la retrouvons pas, c'est fini. Dix fait donc un petit briefing à Reiko et lui annonce qu'il va devoir aller sauver Lola avec une escouade de seulement 7 soldats. Pourquoi tu les as pas laissés me pendre, Dix? Mais en réalité, 7 soldats, c'est bien assez, parce qu'ils auront droit à un équipement spécial bourrin. C'est du bon matos, mais très laid. Oui, bah ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leur budget, hein. De son côté, Lola apprend que, étonnamment, le Sky Marshal ne serait pas totalement sain d'esprit. On peut vraiment se fier à personne, c'est fou, hein. Il a fait une crise violente. Je lui ai administré un sédatif. Le lendemain, il m'a dit de ne pas m'en faire, qu'il parlait à Dieu. Du coup, pour Lola, la situation est claire. Anoke a viré dingue et il leur faut reprendre les choses en main pour le bien de la Fédération. Et oui, je ne suis qu'un homme. Le soir même, le petit groupe subit l'attaque soudaine d'un tremblement de terre. Résultat, le docteur tombe dans une faille où quelque chose avec un gros œil méchant se charge de l'achever. Dix, quant à lui, découvre que la lieutenante qu'il a informée de la situation un peu plus tôt a été condamnée à mort pour sédition. Il part donc affronter la chef des services secrets qui tire les ficelles en coulisses pour devenir le nouveau Sky Marshal. Mais Dix, il va pas la laisser s'en tirer comme ça. Ou peut-être que si. Et c'est alors qu'un nouveau spot de propagande vient nous désinformer que le Sky Marshal et Dix ont apparemment été tués dans un attentat perpétré par le groupe de Almogonif. Ah, ils sont forts les bâtards. Et les naufragés, eux, bah, ils en sont toujours au même point, hein. Disons qu'ils vivent pas vraiment leur best life et que l'entente générale est pas franchement au beau fixe. Vous êtes qu'une pétasse. Bon bah voilà, les choses sont dites. C'est un pas vers la réconciliation. Je vous déteste. Et puis soudain, les arachnides passent à l'attaque. Mais curieusement, il semble en avoir spécifiquement après Maurice qui court se réfugier derrière cet amas de stalagmites. Sauf que c'est pas des stalagmites. Il est entre les mains de Dieu. Et Dieu apparemment, bah, il a envie de le serrer bien fort entre ses doigts. Suite à quoi, ils se remettent en route, non sans avoir écouté Anoke déblatérer ses conneries habituelles. Bientôt, nous serons délivrés. En ce moment même, il me parle. Bon et Rico alors, il en est où? Parce que c'est pas pour dire, mais pour l'instant, il a servi à rien le gars, hein. Eh bien, Reiko et sa team s'apprêtent à utiliser leur nouveau matériel. Et pour ça, ils doivent se mettre à poil. Parce que ce serait pas vraiment Starship Troopers si on voyait pas des gens à poil. Et pour New Meyer, c'est l'occasion de nous offrir une sorte de remake de la scène des douches communes du premier film, où les soldats n'ont à nouveau aucun souci à se dénuder les uns en face des autres en parlant chiffon. Concernant Dix, la future Sky Marshal l'emmène voir le cerveau du premier film et lui révèle la vérité sur Anoke. Parce qu'il s'avère qu'Anoke est parvenu à développer un profond lien psychique avec la créature qu'il a directement mis en relation avec le grand saint patron des parasites, Bétémé Koital. Et c'est pas tout. Pour prouver sa bonne foi, Anoke a carrément passé un pacte avec lui pour orchestrer l'attaque de Rokusan. Ensuite, nous pourrons discuter les termes de la paix. Du coup, ils vont commencer par tuer et disséquer le cerveau pour connaître exactement l'étendue de ses connaissances. Mais le cerveau est pas ultra chaud pour ça. Du coup, il lance l'attaque tête explosive. Heureusement, Dix s'avère un peu plus réactif que d'ordinaire et achève le cerveau avant que Fid ne succombe à l'attaque. Du côté des naufragés, ils en sont toujours plus ou moins au même point. Ça tourne en rond ce bordel. Mais bonne nouvelle cependant, Marie-Catherine dit oui à Jean-Marc. Donnez-vous à Dieu, et vous m'aurez moi. Que c'est beau l'amour. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ils arrivent enfin à la navette de secours. Mais comme les bonnes nouvelles ça va bien 5 minutes, Anoke part en couille. Ah tiens, lui qui semblait pourtant totalement sain d'esprit. C'est fou. Le nom de Dieu va vous être révélé. Le seul, le vrai Dieu. Bétémé Koital. Bétémé quoi? Non mais comment tu veux qu'on prenne ton dieu au sérieux? Il y a Koït dans son nom. Et là, les personnages commencent à se dire que il est quand même bizarre ce Anoke, non? Alors que vraiment je vois pas pourquoi. Non mais ça c'est sorti de son contexte, c'est facile à ce compte-là. Il croit que Dieu est une bestiole. C'est du blasphème, ça. Peut-être qu'on devrait l'abattre. Bah dis donc, tu vas vite en besogne Marie-Catherine. Une fois dans la navette, ils ont à peine le temps de contacter les secours qu'un nouveau tremblement de terre survient et que les arachnides débarquent alors qu'une créature gigantesque émerge du sol pour se faire Jean-Marc. Oh, il aura même pas embrassé la mariée. C'est Bétémé Koital. Et le fameux grand chef des parasites s'adresse donc à Anoke via le canal des morts. Il est temps de parler. Cela me remplit d'amour et de joie. Sauf que quand Lola réalise qu'Anoke est responsable de l'attaque de Rokusan, bah disons qu'elle accueille pas la nouvelle avec le sourire. Là-dessus, Anoke fait une offre au grand méchant. Il va lui donner Lola, dont l'esprit lui révélera l'emplacement du fameux sanctuaire de la Fédération. Afin que ta loi domine tout. Pour commencer, le gros monstre va déjà récolter le savoir de Anoke. Probablement pour pouvoir faire sa petite reprise de It's a Good Day to Die. Prends-moi en toi, ô Dieu unique. Oui. Bon, bah ça fait toujours un taré en moins, hein. Priez avec moi, Lola. Ça ne fera aucune différence. Mais c'est alors qu'un miracle pointe le bout de son nez, convainquant Lola que la prière est bel et bien leur dernier espoir. Notre Père, Notre Père, qui êtes aux cieux, qui êtes aux cieux,
Mais le miracle, c'est bien évidemment Reiko et sa team de bourrins. Et autant vous dire qu'ils sont pas venus ici pour prier, ok? Allez, soldats, on nettoie ces trucs. Les maraudeurs en CGI chip font alors face à une armée d'arachnides en CGI chip dont ils ne font qu'une bouchée grâce à leurs armes en CGI chip. Le tout pendant que les deux connes, Lola et Marie-Catherine, sont occupées à prier. Oh là là. Oh mais quel désastre. Ah c'est pas beau hein. Allez, viens, Lola. On s'en va. Ouais, barrez-vous qu'on en finisse. Waouh, ce serait possible de rendre ça un peu moins subtil s'il vous plaît? Je crois que tout le monde va pas capter la ref. Enfin bref, tout le monde est sauvé et il rentre au sanctuaire où règne une super bonne ambiance. Parce que Feed en fait, c'est pas totalement une grosse connasse, et même qu'elle peut être vachement sympa. Dit que c'est maintenant son numéro 2 parce qu'il lui a sauvé la vie et que ça crée des liens mine de rien, elle fait de Lola la capitaine de son vaisseau amiral et de Reiko le général en charge du programme Marauder. C'est que de l'amour, parce que c'est aussi ça Starship Troopers. Alors mes amis, allons faire exploser une planète. Mais c'est surtout ça, hein, on va pas se mentir. Là-dessus, Reiko décide de laisser les deux tourtereaux savourer leur petit moment en amoureux devant l'explosion d'une planète. Rien de plus romantique. Et Dix en profite alors pour demander Lola en mariage. Sauf qu'elle a une petite requête. Il faudra que ce soit à l'église. Dix, je suis devenue croyante, je le suis à fond. Ah oui, c'est allé très vite dis donc. Sur ce, la planète explose et un ultime spot de propagande vient conclure le film. Dieu est de retour. Et c'est un citoyen lui aussi. Parce que oui, étant donné que la religion s'est redevenue tendance, la Fédération en profite bien évidemment pour faire de la récupération. Et du coup, on dit oui à la religion, mais non à la paix. Raison pour laquelle le pacifiste Elmogonif et ses partisans sont tous pendus. La Fédération est en train de vous baiser tous. Les héros prennent un congé pour se marier. Par contre, y a personne qui trouve ça bizarre que Dix s'est miraculeusement ressuscité après sa soi-disant mort dans un attentat causé par Elmogonif? Non? Ok. Enfin bref, après un dernier plan magnifiquement kitsch, On se retrouve sur le pont, soldat. Starship Troopers 3 s'achève. Et mon dieu, que c'est décevant. Alors tout n'est pas acheté, hein, mais le problème, c'est que les qualités viennent plus souvent des intentions de base que du résultat. Ce qui fait qu'à l'arrivée, ben c'est pas bien. Starship Troopers 3 partait avec des intentions de base tout à fait louables. Après la réception très froide du deuxième opus, qui s'était éloigné de ce qui faisait le sel de l'original, à savoir sa nature satirique et son humour caustique, Newmeyer et Sony ont cherché à revenir aux fondamentaux. Résultat, exit le film d'horreur en huis clos. Place un film d'action chorale qui alterne entre plusieurs décors et tente de renouer avec l'esprit du premier. Il tente, ouais. Mais il n'y arrive pas. Ce film est l'exact opposé du précédent. Alors sur le papier, y a rien de mal à ça. Mais dans les faits... Bon déjà, il faut replacer les choses dans leur contexte. Sur Starship Troopers 2, Phil Tippett était conscient des contraintes budgétaires, et il a donc fait le choix de réduire l'échelle de son film au minimum. Et c'était un choix malin, parce que quand on n'a pas les moyens, bah il faut s'en accommoder. Mais ici, Newmeyer a fait le choix inverse, en se donnant pour mission de recapturer l'essence et l'ampleur du premier film. Recapturer l'essence et l'ampleur d'un film à 100 millions de dollars avec seulement 9 millions de dollars. Comment dire? C'est ambitieux ou très con. Autant dire que le résultat n'est jamais à la hauteur des ambitions du réalisateur, avec des CGI très loin d'être au point et des scènes d'action rarement trépidantes. Newmeyer a voulu trop en faire et a donc fini par se prendre les pieds dans le tapis. Parce que oui, les lecteurs du roman original voulaient voir les armures de combat, mais je pense surtout qu'ils voulaient voir une scène d'action stylée. Pas une séquence tout droit sortie d'une prod Asylum. Et c'est systématique. Prenons Johnny Rico. On va pas se mentir, ça fait plaisir de le retrouver ce con. Non seulement ça, mais son retour offre un certain cachet à cette suite, une légitimité que n'avait pas l'opus précédent. Ce qui fait qu'on aura plus vite fait de la considérer comme la vraie suite de Starship Troopers et pas un direct ou vidéo fait à l'arrache, même si c'est le cas. Enfin ça encore une fois, c'est la théorie, parce que le problème c'est ce que Newmeyer en fait. Pas grand chose en fait. Le personnage est tellement sous-exploité qu'on se demande vraiment quel était l'intérêt de le faire revenir. Pourtant ça commence plutôt bien, il a droit à pas mal de scènes dans l'acte 1 qui laissent supposer qu'il sera bel et bien le héros du film, et puis il passe tout l'acte 2 en retrait avant de venir faire de la figuration dans l'acte 3 pour sauver la situation. Une arnaque. Au final, les véritables personnages principaux du film, ce sont Dix et Lola, car ce sont eux qui font véritablement avancer l'action. Reiko devant se contenter d'être le Deus Ex Machina qui résout les problèmes à la fin du film. Le fanservice de bas étage. Autre ingrédient indissociable de l'esprit Starship Troopers, la satire. Et là-dessus, le troisième opus ne déroge pas à la règle. Tout comme son modèle, Starship Troopers 3 est ponctué de nombreux spots de propagande qui nous informent sur l'état général de la Fédération. Au programme, des informations, storytelling bien huilé et même une petite chanson. Bref, Newmeyer pousse les manettes à fond et s'attaque cette fois à la religion qu'il place au cœur du film. Il explore les dangers d'une foi aveugle avec le personnage d'Anoke et se moque de la façon dont la Fédération condamne fermement la religion avant de se l'approprier, finissant par s'en servir comme d'un outil de recrutement car tous les moyens sont bons pour envoyer des jeunes au front. Bref, des idées plutôt sympas mais dont le traitement beaucoup trop caricatural peine malheureusement à convaincre. Le premier film jouait sur la caricature, mais il le faisait de façon équilibrée, et cet équilibre, on ne le retrouve pas ici. Ce qui fait que même sur la satire, Newmeyer se casse les dents.
Starship Troopers 3 aurait pu être une suite sympa, mais New Meyer n'a pas su s'adapter aux contraintes budgétaires. On pourra quand même lui reconnaître un joli travail sur les décors et sur les marionnettes des créatures, l'équipe de Skotak ayant une sacrée expérience dans le domaine, mais pour ce qui est du reste, le film est très loin d'être à la hauteur des ambitions de son scénariste-réalisateur et constitue donc une suite tout aussi oubliable que l'opus précédent. Mais est-ce que la saga s'est arrêtée ici? Eh ben non, parce qu'après les suites en live action, on a eu droit aux suites en film d'animation. Ça s'appelle Tirer sur la corde. Bon perso, je les ai pas vus, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Est-ce qu'on va continuer sur la lancée des suites de plus en plus merdiques, ou est-ce qu'un miracle va se produire? La réponse dans une prochaine vidéo, si vous voulez en savoir plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, ou m'acheter un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne. Et encore merci à HelloFresh de soutenir la chaîne en sponsorisant cette vidéo. Quant à vous, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description ou de scanner mon QR code pour avoir droit à une super offre et manger des bonnes choses. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Salut!